l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous avez sacrément creusé la tête puisque vous nous racontez le destin plutôt. Oui. Et aujourd'hui, Clémentine, vous êtes sacrément creusé la tête puisque vous nous racontez le destin un peu singulier d'une partie du corps de Descartes et non la moindre, puisque c'est celle qui pensait. Oui, c'est-à-dire le crâne. Vous savez, j'adore les histoires de nonos, comme Philippe Charlier, ça n'est pas un secret. Imaginez la surprise, il y a 200 ans, 1821, à Paris, d'une célèbre naturaliste Cuvier. Cuvier, c'est le créateur de l'anatomie comparée et de la paléontologie, qui reçoit une sorte de boîte à chapeau. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un chimiste suédois, Jacob Berzelius, qui lui envoie ça. Il ouvre et ce paquet contient un crâne. Et un crâne qui serait celui du philosophe Descartes. Descartes, vous le savez sans doute, est mort à Stockholm. Il est mort à 54 ans d'une pneumonie, le 11 février 1650. Et alors, on fiche la paix à sa dépouille pendant 16 ans. Puis au bout de 16 ans, le roi de France se dit « Mais dites donc, Descartes, il est à nous, faudrait voir à nous le rapatrier. » Bon. Et le paquet donc contient ce crâne, et puis il y a un petit mot de Berzelius, et il lui dit, écoutez, ce crâne, il a été acheté 37 francs dans la vente aux enchères des biens d'un certain Sparman. Et qui était Sparman ? Il tenait un tripot. En gros, il devait tenir quasiment une maison de jeu et une maison de passe, si vous voulez. Et il avait le crâne de Descartes, ce monsieur, et ça a été vendu après sa mort, 37 francs pour le crâne. Bon. D'où vient-il ? Eh bien, apparemment, c'est l'officier des gardes de la ville de Stockholm qui était chargé de l'exhumation du corps. Ce monsieur s'appelait Isaac Planström et il a piqué le crâne de Descartes et il a vendu l'objet. Pourquoi ? Pour payer ses dettes. Alors, au passage, il a quand même écrit son nom sur le crâne avec la date de son forfait, 1666. Et en fait, ce Planström-là, il a été le premier d'une longue liste de propriétaires crâniens, si je puis me permettre, qui tous ont pris soin d'écrire leur nom sur le crâne. Et ces noms sont encore parfaitement reconnaissables de nos jours. Parmi eux, le grand écrivain suédois von Stiermann, l'évêque Olaus Celsius, Egeflich Arkenholtz, géographe de la reine Christine, Fischerström, Algren et autres patronymes scandinaves tout aussi faciles à retenir qui nous font penser à Stéphane Bern évoquant le bateau Uri Gruten. Bon. Mais il y a eu combien de propriétaires au total ? Alors, 9 sans compter Cuvier. Et comment il est arrivé en France ? Donc alors, c'est Berzelius qui l'a envoyé. Mais le reste du corps était revenu depuis belle lulu. Voilà, alors, le nom de Descartes, je l'évoquais tout à l'heure, a été aussi écrit sur le crâne, assorti d'un petit quatrain en latin, dont voici le premier vers, ceci est le pauvre petit crâne du grand Descartes. Un crâne qui donc... Alors, il y avait Berzelius, c'est aussi l'un des propriétaires, il l'a eu en main. Donc, Berzelius et Cuvier, ça ferait 11 propriétaires en tout. Sa découverte déclenche à Paris une véritable tempête dans un verre à dents académique. Cette tête de mort est-elle bien celle du philosophe ? Comment vérifier ? Alors, justement, d'autant que l'astronome Delambre, qui a assisté en 1819 à la dernière inhumation des restes du philosophe à Saint-Germain-des-Prés, où ils sont toujours, il est tout à fait certain de ne pas avoir vu de crâne ce jour-là. Cuvier, quant à lui, défend la thèse de l'authenticité. Il s'est fait prêter par le Louvre un portrait de Descartes. Alors il compare, il dit mais bien sûr, la ressemblance est frappante. Ah oui, tu parles comme c'est frappant. Il questionne Alexandre Lenoir. Alexandre Lenoir a été un acteur capital des dernières exhumations sous la Révolution française en 93, quand il y a eu le sac de Saint-Denis. Lenoir était absolument partout. C'est lui qui a sauvé pas mal de gens. Il a sauvé aussi des choses. Alors, est-ce que le crâne, est-ce que le cercueil contenait ou non un crâne ? On lui demande, mais je m'en souviens pas, dit Lenoir. En revanche, je me souviens très bien que la dépouille avait déjà été pillée, amputée d'un bras et d'une jambe. Et Lenoir reconnaît au passage avoir prélevé sur les restes de Descartes un os plat pour y faire tailler des bagues destinées à ses amis. D'ailleurs, l'écrivain Petrus Borel, dit aussi le lycanthrope, arborait ostensiblement dans les salons parisiens une chevalière en os de Descartes. Et oui, c'était très couru au 19e. C'est horrible. Oui. Non, mais ça se faisait. Mais le 19e était friand de ça. D'ailleurs, voyez, ça vous choque pas, vous ? D'abord, ça me choque pas parce que j'ai beaucoup navigué dans cet environnement, c'est 6 pieds sous terre, voilà. Pareil. Mais tout le monde faisait ça. On gardait des chevaux. Non, puis si vous voulez, le 19e est le siècle d'une discipline naissante dite phrénologie, selon laquelle les bosses du crâne reflètent les aptitudes intellectuelles et morales des individus. Et donc Gall, qui est le grand phrénologue de l'époque, il obtient un moulage du crâne de Descartes et il va s'amuser à le comparer. Et avec qui compare-t-il
Émile Descartes, il compare le crâne de Descartes avec celui du crâne de Sade. Hein, Jean-Luc, c'est comme si on comparait votre crâne avec celui de Mérine, ça fait plaisir ce genre de truc. Sade et Descartes, rien à voir. Dans la foulée, Broca, qui est fondateur de la Société d'anthropologie de Paris, se demande comment Descartes pouvait-il être aussi brillant avec un cerveau aussi petit. Et ce sujet va occuper l'Académie des sciences pendant 3 mois en 1861. Bon, finalement, en 78, le crâne de Descartes est transféré à la collection anthropologique du Jardin des Plantes. On l'expose en public à côté des crânes de Lassner et de Cartouche. Un assassin et un bandit. Après ça, décidément, il n'y a plus de respect. Moi, je vous dis, alors, un temps, il va être confié à l'Académie de médecine et des beaux-arts. Et il y a un des membres de l'Académie qui fait réaliser un buste en 3 dimensions, sorte de jeu de cube, où, selon lui, le crâne s'intègre parfaitement. Donc, pour Richer, plus de mystère, c'est bien Descartes et l'incident est clos. Voilà. Et lors de la création du Musée de l'Homme ouvert pour l'exposition universelle de 1937, le crâne de Descartes est remisé dans une armoire blindée où, à ma connaissance, il se trouve toujours. Mais vous savez, il y a quelques années, il y a eu un projet de transfert du crâne de Descartes dans la circonscription de M. Fillon, qui était alors Premier ministre, parce que Descartes a été élève à la Flèche, c'était dans sa circonscription. Et à l'époque, je connaissais bien cette affaire à cause d'un bouquin sur les nonos dont Stéphane a maintes fois entendu parler, il en a ras-le-bol. Mais en tout cas, à l'époque, je m'étais fendu d'une belle lettre pour expliquer que je ne voyais pas comment on pouvait envisager de transférer le seul crâne de Descartes à la Flèche, alors que le reste de son corps est à Saint-Germain-des-Prés. Et j'attirais aussi l'attention sur le fait que des crânes de Descartes, il y en a 3 en Europe. Donc ça, c'est vraiment une affaire pour donc notre lequel est le bon, à votre avis? Oui. Moi, je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment typiquement une affaire pour Philippe. Il faut que Philippe Charlier s'en occupe. Alors, pour le moment, il a d'autres nonos à brosser. Mais ensuite, voir si ce crâne et les restes à Saint-Germain-des-Prés ont le même ADN. Si c'est le même ADN, c'est le bon crâne codérat démonstratum. Mais est-ce qu'on veut vraiment savoir? Oui, parce que ça casserait tout. Ça on veut savoir, là, on veut connaître. Il faut mettre un vrai nom dessus. Exactement, ce pauvre crâne, à qui est-il, sinon vous vous rendez compte? Oh non, vraiment, quel égoïsme. Merci beaucoup, Clémentine.